État mixte sur papier, chapitre 3. C'est mon premier entretien avec le docteur I. Je suis lasse, vaguement déprimée, et surtout, j'en ai franchement marre des psys. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais plus où j'en suis. Aucun médecin ni aucun traitement ne pourra jamais changer ça. Voilà quelles sont mes pensées pendant que le docteur I me parle. Je me contente de rester muette et je la regarde, sceptique. Elle a un accent. Je me demande d'où elle peut bien venir et comment elle s'est retrouvée là. Docteur I. Vous avez envie de mourir ? En une fraction de seconde, mon cerveau entrevoit 1000 possibilités de réponse, mais aucune ne me paraît être la vraie. Est-ce que j'ai envie de mourir ? Oui, je crois. Est-ce que, vraiment, j'ai envie de mourir ? Je ne sais pas. Je ne ressens rien. Je suis néant. Est-ce qu'on peut avoir envie de mourir quand on ne se ressent plus ? Est-ce qu'au fond, je ne suis pas déjà morte ? J'ai envie de lui dire « Regardez, je disparais, vous ne voyez pas là ? Mon corps qui s'efface ?» Mais je ne la connais pas encore assez. On ne dit pas ça à une personne qu'on voit pour la première fois de sa vie, même si c'est une psy. Je vois qu'elle attend ma réponse. Je ne sais pas. Je crois que j'ai toujours vécu avec l'idée de la mort comme issue de secours. Je veux dire, je crois que j'ai toujours pensé que la mort était une alternative à la vie tout à fait possible, voire très envisageable. Elle me regarde, impénétrable, impossible de savoir ce qu'elle pense. Je ne veux pas recommencer un suivi. Je veux juste qu'on me foute la paix et qu'on me laisse foncer dans le mur. Je veux oublier. Je veux m'oublier. Je veux qu'elle me laisse tranquille. Si vous me suivez, je vais devenir dépendante. Vous ne me connaissez pas, mais moi, je sais, je vais devenir dépendante de cet endroit. Elle me sourit. Mais non, on ne va pas vous faire devenir dépendante. On va se voir au début pour le traitement, puis après, vous ne nous verrez plus qu'une fois par mois. Je ne dis rien. Ça a l'air simple. Elle dégage quelque chose de particulier qui m'apaise, une assurance tranquille, comme une sorte de solidité à toute épreuve. Elle semble totalement convaincue de ce qu'elle dit, comme si elle était certaine de faire quelque chose de bien, de juste, de nécessaire. Quoi que je lui dise, elle trouvera forcément quelque chose de rationnel, de sensé à me répondre. J'ai la sensation d'être face à mon opposé et c'est très rassurant. Je me dis que je devrais partir, mais je n'y arrive pas. Je me sens contenue, encadrée. Je sais que je ne déborderai pas. Pourtant, je sais que je vais essayer. J'ai envie de la croire, de croire à cette sécurité qu'elle me propose. Alors ok, j'abandonne. Chapitre 4. Je vois le docteur I toutes les 2 semaines, durant des entretiens d'environ 30 minutes. Elle veut me prescrire un traitement. Je refuse, toujours. Je ne suis plus moi quand je suis sous traitement. Je vous assure, je perds toutes mes sensations. Alors oui, ça peut paraître minime face à une plus grande stabilité, mais pour moi ce n'est pas minime. Je perds ma concentration, je perds ma vivacité d'esprit et j'en ai besoin. Et je sais que c'est une mauvaise raison, mais je ne veux pas prendre de traitement parce que j'ai besoin de ressentir intensément, parce que je ne conçois pas d'autre façon de fonctionner. La stabilité m'effraie, la stabilité m'évoque la mort, pire que la mort, l'ennui. Parce que je suis accro, je suis une droguée de la sensation. Et je n'ai jamais vécu autrement. La tristesse, la mélancolie profonde, l'envie de mourir, même tout ça, même ces sentiments-là, quelque part, me grisent. Pas parce que j'y trouve quelque chose d'agréable, non, mais parce que la douleur, la faiblesse, au-delà d'un certain stade, deviennent ivresse. Et à cet instant-là, tout devient possible, le meilleur comme le pire. Le risque, évidemment, réside dans le fait que je suis incapable de savoir de quel côté je vais basculer. Mais malgré ça, malgré cette incertitude, c'est plus fort que moi. Je ne sais pas vivre autrement. À chaque fois que j'ai essayé, j'ai trouvé ça insupportable. Je n'ai pas tenu. L'ennui tue. J'ai toujours pensé que c'était ce qu'on devrait marquer sur les paquets de cigarettes. Je fume beaucoup quand je m'ennuie. Et puis la joie, l'exaltation.
Quand je prends mon traitement, je ne ressens plus la joie aussi fort, l'excitation, l'enthousiasme. Toutes les nuances disparaissent pour se fondre dans un ressenti uniforme tout le temps. Ce n'est pas tenable, je ne peux pas me permettre, je ne veux pas vivre sans l'exaltation. J'aime la sérénité, mais par contraste avec l'intensité des autres émotions. Mais vous voyez bien que vous n'arrivez pas à construire, on ne peut pas vivre tout le temps dans l'excès. Je sais. Et puis je vous assure que des tas de gens vivent très bien avec un traitement. On peut essayer, trouver un dosage qui vous stabilisera sans pour autant émousser vos émotions. Je n'y crois pas. Oui, mais vous ne voulez pas essayer. Comment voulez-vous qu'on fasse ? Vous n'avez jamais pris de traitement sur le long terme, alors forcément, on ne peut pas savoir. Vous avez une attitude déconstructive. C'est vrai, mais j'ai trop peur de perdre le peu de sensations qu'il me reste. Quand je sors du bureau à la fin de l'entretien, elle me tend une main énergique que je prends mais que je n'ose pas serrer, et elle me regarde droit dans les yeux en me souriant. Je trouve ça fascinant, autant d'assurance et de chaleur dans une poignée de main. Parallèlement à ces entrevues, je continue les tests. Je me mets devant un ordinateur, la stagiaire m'explique les consignes. Des fois, j'y comprends rien. Par exemple, quand il y a plusieurs paquets de cartes. Au départ, j'ai une certaine somme d'argent. Je dois cliquer sur les différents paquets de cartes et déterminer lesquels font gagner de l'argent et lesquels font perdre de l'argent. Puis je dois agir en conséquence en essayant de gagner le plus d'argent possible. C'est un échec. Je clique totalement au hasard et je termine avec une somme inférieure ou égale à 0. Chapitre 5. Je suis en train d'expliquer au docteur I à quel point j'en ai marre de la vie, à quel point je ne saisis pas toute la complexité des rapports humains, à quel point le principe de vivre est absurde, bref. Moi, personnellement, je me trouve très lucide. Donc je continue mon monologue et je dis que, partant du constat que rien n'est vrai et que rien n'est faux, mais qu'en même temps tout est vrai et tout est faux, je ne vois absolument pas comment je suis censée croire en quoi que ce soit en ce monde. Finalement, puisque tout est à la fois vrai, faux, important et dérisoire, puisque tout est relatif, comment je suis supposée ne pas être moi-même contradictoire ? Elle me regarde d'un air consterné. Vous, il ne faut pas vous laisser partir, parce qu'après, on part avec vous dans vos délires et on se perd et on ne sait plus où on en est. C'est vrai, mais quand même, j'essaie de changer un peu. Avant, ma devise c'était « confonds-toi et tu seras moins confuse ». Maintenant, j'essaie « centre-toi et tu seras plus sensé ». Il y a du progrès, non ? Elle rit. Je me dis qu'au moins, je la distrais. Elle doit avoir 10 ans de plus que moi, donc entre 30 et 35 ans. Elle a les cheveux longs, plutôt châtains, et une blouse blanche, et des yeux qui vous regardent vraiment, et un sourire franc. Il ne faut pas que je regarde les gens qui me touchent. Pourquoi j'ai pas des limites, comme tout le monde ? Alors oui, c'est vrai. Le transfert, oui, soit. C'est la fin de la séance. Elle m'accompagne jusqu'au secrétariat pour prendre un autre rendez-vous, une main sur mon épaule.